vais d'abord commencer par vous remercier. Remercier les autorités de la RTNC qui ont accepté que la science soit aussi propagée, parce que par le média, on a la chance de pouvoir toucher tout le monde. En fait, quel est le problème? Nous partons toujours, moi personnellement, je pars toujours de ces paradoxes que tout le monde décrit. Un pays potentiellement riche, mais à population grandement pauvre. Alors je me pose toujours des questions, mais pourquoi en est-il ainsi? Alors dans mes recherches en tant que monétariste internationaliste, j'ai découvert qu'il y a un problème de financement de l'économie. Il y a un problème de financement de l'économie. C'est comme ça que j'ai commencé à analyser quels sont les modes de financement d'une économie. Il y en a deux. Il y a la finance directe, c'est-à-dire c'est sur le marché financier où les entreprises ou l'État ou tous ceux qui ont besoin de moyens pour pouvoir investir lèvent les capitaux. Là, c'est la finance directe. Mais il y a également ce que nous appelons la finance indirecte. Là, ça fait intervenir les institutions financières. De manière globale, on appelle ça les banques. Donc c'est là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a besoin de capitaux, il ne peut pas aller voir directement celui qui a les capitaux. Il va par contre passer par une institution qui lui permet, n'est-ce pas, d'obtenir le moyen. Et elle aussi, l'institution, collecte les fonds du public, c'est-à-dire de ceux qui ont la capacité de financement, les fonds qu'elle transforme, n'est-ce pas, en crédit ou en prêt qu'elle accorde aux personnes qui ont besoin des moyens. Voilà, c'est cette question que nous nous sommes posée. Nous nous sommes dit, mais comment se fait-il que chez nous, ces systèmes-là n'arrivent pas à financer l'économie? Parce qu'il y a un problème de financement de l'économie. Nous avons découvert que, là c'est un travail que nous avons fait en 2009, qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la contre-performance de notre système bancaire. Et parmi ces facteurs se retrouve la politique monétaire. Et nous nous sommes dit, il faut maintenant analyser, en tant que monétariste, l'intensité avec laquelle la politique monétaire influe sur les activités financières. Voilà un peu, nous sommes posés cette question et nous sommes arrivés à une découverte selon laquelle c'est vrai que la politique monétaire influe sur les activités des banques, mais aussi il y a d'autres facteurs, peut-être qu'on aura eu le temps à pouvoir analyser dans l'émission. J'ai pu lire votre travail. Je me suis posé beaucoup de questions, professeur. Vous jetez un regard péjoratif sur la place des banques congolaises. Et vous avez dit, le deuxième facteur de finance indirecte. Finance indirecte, vous avez cité les banques. Mais on constate qu'il y a foisonnement des banques. Il y a beaucoup de banques. Mais vous dites que ces banques sont incapables de financer notre économie. C'est ce que moi j'appelle regard péjoratif. Oui, effectivement, avoir beaucoup de banques, c'est une chose. Mais financer l'économie, c'est une autre chose. Nous avons des banques, généralement, que moi j'appelle les guichets étrangers. Ce sont les banques qui sont là au service de leur maison mère. Elles collectent le fonds, ici chez nous, mais lesquels fonds ne sont pas utilisés pour pouvoir octroyer les crédits. Parce qu'il faut quand même qu'on signifie quelque chose. En fait, le rôle d'une banque, ou la fonction principale d'une banque, c'est l'intermédiation financière. C'est-à-dire collecter l'épargne du public et octroyer les crédits aux agents économiques à besoin de financement. C'est-à-dire octroyer les crédits à ceux qui produisent, à ceux qui investissent. Mais fort malheureusement, nos banques ne font pas, depuis tout le temps, ne font pas ces jeux-là. Lorsque nous faisons une rétrospection dans l'histoire, et c'est là même les conséquences qui continuent jusqu'à aujourd'hui, nos banques ont été créées pour le service d'import-export, c'est-à-dire financer les activités d'importation et d'exportation, financer les activités qui bénéficient plus à l'étranger qu'au pays. Elles n'octroient pas les crédits comme il le faut. C'est comme ça que nous, dans ce travail, nous avons pu trouver, n'est-ce pas, les causes profondes et nous nous sommes dit, ce n'est pas un problème des banques, c'est plutôt un problème de la politique de bancarisation. Et la politique de bancarisation, là on voit l'autorité. On va en parler parce que c'est vraiment, tout le monde parle aujourd'hui bancarisation, bancarisation. Mais revenons un peu à ce que vous avez dit, ce qu'on appelle les taux directeurs. C'est quoi un taux directeur? Est-ce que le taux directeur est-il un élément déterminant pour la contre-performance des banques? Ça c'est une question. Une deuxième question, donc vous dites, et vous avez découvert, que depuis que nos banques existent, depuis l'indépendance à ce jour, aucune banque ne finançait l'économie parce que vous appelez l'intermédiaire. Mais est-ce que, je ne vais pas citer les banques, BCC, beaucoup de banques,
Mais on sent quand même, il y a des banques qui octroient des crédits, il y a des maisons de microfinance, quand même quelques banques octroient des crédits. Et cela ne représente rien. Bon, je vais commencer d'abord par la première question. Qu'est-ce qu'on entend par les taux directeurs? Je ne peux pas faire l'étude académique ici. Oui. Moi, c'est pour que les téléspectateurs comprennent, soient au même diapason. Tout à fait. Essayez un peu d'être au même niveau. Tout à fait. Le taux directeur, pourquoi l'appelons-nous taux directeur? C'est un prix de la monnaie. Ça veut dire quoi? La banque centrale, c'est la banque des banques. Autrement dit, ça veut dire quoi? Lorsque une banque a besoin de moyens, elle doit recourir à la banque centrale. Et à mes étudiants, je dis toujours que la banque centrale et pour les banques commerciales, c'est que les banques commerciales sont pour nous les agents économiques. Ça veut dire, quand une banque centrale est à court de liquidité, a besoin d'argent, pour le terme simple, elle doit recourir à la banque centrale. Et la banque centrale doit la refinancer. Et cela commence par où? Vous, par exemple, vous allez à la banque, vous demandez un crédit. Normalement, la banque crée la monnaie. Ça, c'est la monnaie bancaire ou la monnaie scripturale. Mais vous demandez qu'on vous donne le franc congolais, la monnaie fiduciaire. Or, la monnaie centrale ou le franc congolais n'est créé que par la banque centrale. Et si, en ce moment-là, la banque n'a pas de franc congolais, elle doit recourir auprès de la banque centrale pour pouvoir obtenir du refinancement. Et lorsqu'elle arrive à la banque centrale va lui dire, écoutez, amenez les effets, amenez les titres que vous avez, moi maintenant, je vous donne le crédit. Supposons que la banque vous ait demandé à vous, vous venez chez moi, je vous octroie les prêts avec un taux de 10%, mais la banque centrale dit, puisque vous octroyez au taux de 10%, moi je vous octroie au taux de 6%. Alors, comment ce taux-là est directeur? Il est directeur parce que lorsque la banque centrale augmente ces taux-là, les banques, étant donné qu'elles se ressourcent auprès de la banque centrale, sont appelées à augmenter aussi les leurs. Ça, c'est la logique théorique. Lorsque la banque centrale diminue son taux directeur, les banques sont obligées aussi de diminuer les leurs. Et il est aussi taux directeur, non pas seulement pour les banques, même pour le marché. Parce que pour le marché financier, les banques recourent aussi au financement sur le marché. Et lorsque le financement sur le plan, ce que j'appelle la finance indirecte, les taux augmentent, la finance indirecte, c'est l'autre face de la finance. La finance directe, c'est l'autre face de la finance indirecte. Automatiquement, sur le marché financier aussi, les taux bougent. Voilà la raison pour laquelle on l'appelle les taux directeurs. Donc, en bref, lorsque la banque centrale augmente son taux, automatiquement les autres augmentent. Et c'est ça le problème. Par exemple, quand vous allez répondre à la deuxième question, mais il y a une idée qui me vient à l'esprit. Vous allez dans une mutuelle de crédit. C'est ce qui était décrié. On dit les banques qui octroient des crédits actuellement aux clients, les taux d'intérêt est très élevé. Alors, ça veut dire, avec cette définition que vous venez de donner, c'est parti de la Banque centrale. C'est le gouvernement, en réalité, qui doit contrôler ces taux d'intérêt pour que la population se retrouve, ne soit pas asphyxiée. C'est ça ce que nous avons décrit, nous avons appelé ça l'incohérence de la politique monétaire. Chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je prends le cas récent. Il y a eu un moment où la Banque centrale a ramené son taux directeur à 3%. Automatiquement, les banques commerciales devaient aussi ramener leurs taux, n'est-ce pas, à un niveau inférieur, à un chiffre par exemple. Mais malheureusement, ils sont à 2, 4,8 et même... Non, mais pas 4,8, ils sont au-delà. Moi, je parle en monnaie nationale, là où vous êtes en monnaie étrangère. Mais je peux entrer même en monnaie étrangère. Vous savez, par exemple, lorsque vous allez à la banque pour pouvoir obtenir un crédit, en monnaie étrangère, le taux moyen, c'est 15%. Donc, vous devez payer à la banque 15%. Et par contre, si, monsieur le journaliste, vous allez avec votre dépôt, vous allez à la banque, vous déposez un montant quelconque, la banque vous dit, je vous paye à la fin de l'année 2%. Et lorsque vous faites le gap, la marge, on appelle ça techniquement la marge d'intérêt bancaire, c'est au-delà de 13%. Et sans vous couper, c'est comme ça qu'il y a la thésaurisation. Je préfère garder mon argent à la maison et faire mes affaires que de déposer, de chercher un intérêt au moins d'une année. Pendant une année, je n'ai que 2%. Et c'est là notre préoccupation, parce que dans une économie où les gens thésaurisent, thésauriser ça veut dire quoi d'abord? Parce qu'il faut que tout le monde... Oui, thésauriser. Une maman qui préfère garder, par exemple, je prends une famille qui peut avoir à la fin du mois $20 de plus. C'est-à-dire après avoir utilisé, après avoir tout consommé, mais il y a un $20 qui reste. Bon, dans une économie qui se respecte, c'est déjà l'épargne.
Oui. Et cette épargne peut être utilisée par l'économie autrement. Ça veut dire la banque peut collecter cette épargne-là et puis transformer ça en crédit pour que quelqu'un qui a besoin de ça puisse l'utiliser. Mais malheureusement, la thésaurisation, ça veut dire que la maman préfère garder sous le matelas. Et ça, notre problème. Nous disons, et si les gens arrivent à se comporter comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas une politique, n'est-ce pas, pas de bancarisation, mais une politique bancaire. Parce que la politique de bancarisation fait partie de la politique bancaire. Et nous en arrivons. Aujourd'hui, on parle de bancarisation, monsieur le professeur. Est-ce que nous voyons les banques, tous les agents, beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, parce que c'est même ça votre combat. Si nous sommes arrivés à cela et vous avez même produit une thèse, parce que vous avez dit au début, vous avez analysé, vous avez compris qu'il y a effectivement un problème. Et c'est cette thèse, votre recherche, et même vous devenez spécialiste en cela, selon vos propositions, et vous allez nous donner le proposition que vous proposez. Mais nous sommes un peu dans le petit débat. Et on parle de bancarisation. Vous avez fait la différence entre politique bancaire et bancarisation. Donnez-nous cette petite différence avant de poser la question sur la véritable bancarisation que nous connaissons aujourd'hui à la cité. Tout à fait. Il y a dans la politique bancaire, il y a d'abord la politique d'implantation de banques. Voilà. Et cette politique d'implantation de banques, en termes techniques, on parle de la politique d'intégration des banques dans la population. C'est cette politique qui vous permet d'avoir la densité bancaire, c'est-à-dire la dissémination des banques dans la population. De manière très simple, je parle d'abord... Ou les banques de proximité. Non, des banques de proximité, c'est différent. C'est autre chose. Oui. Je parle par exemple, je parle de la bancarisation pour qu'on comprenne la différence entre la politique bancaire et la politique de bancarisation. La politique de bancarisation consiste, n'est-ce pas, à attirer les agents économiques vers les banques ou la population vers les banques. Par contre, la politique d'intégration de banques dans la population consiste à amener les banques vers la population. Vous voyez un peu la différence. C'est le gouvernement qui détermine aux banques la politique bancaire. Exactement, parce que toute politique, la politique bancaire fait partie de la politique économique. Toute politique est menée par le gouvernement en fonction des objectifs fixés. Quels sont les objectifs qu'on s'est fixés pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les banques vers la population. Si le gouvernement trouve qu'il faut, parce que pourquoi on crée d'abord les banques? Voilà. En principe, on ne crée pas les banques pour les créer. Les banques sont créées pour répondre aux besoins nationaux ou aux besoins locaux. C'est-à-dire, dans la politique bancaire, on peut pouvoir créer des banques, n'est-ce pas, qui œuvrent dans la sphère nationale, mais également on peut pouvoir créer les banques qui œuvrent dans la sphère locale. Dans une économie locale, je prends un territoire comme un espace territorial, je prends un territoire ou une collectivité. On peut se dire, pour booster l'activité économique au sein de cette collectivité, on peut créer une banque. Et le modèle que nous avons proposé nous autres, parce que d'abord le modèle que nous avons ici chez nous, c'est un modèle français. Un modèle français qui vous donne 5 catégories d'institutions financières, où vous avez les banques, vous avez les coopératives d'épargne et de crédit, vous avez les caisses d'épargne, vous avez les institutions financières spécialisées, et puis vous avez les institutions, les sociétés financières. Mais quand on regarde dans cette catégorie-là, chez nous, ça existe, mais ça existe des noms. Parce qu'on confronte avec la théorie, il n'y a que les banques qui sont exactement en fonction, mais en fonction, pas pour le développement du pays, comme je l'ai dit. Par contre, si vous prenez... pour leur répondre aux intérêts des maisons mères, comme je le dis. Oui. Alors, par contre, quand vous prenez les caisses d'épargne, chez nous, nous n'avons qu'une seule caisse d'épargne en confrontant la théorie. Cadeco. C'est la Cadeco. Alors, nous avons dit, dans notre travail, nous avons dit, la Cadeco doit être privilégiée. La Cadeco doit être redynamisée. Pourquoi? Parce que la Cadeco va répondre à ce que nous avons appelé l'intégration des banques dans la population. Elle se retrouve déjà dans le territoire. Il suffit de la redynamiser. Elle peut, permettre à ce que la population... Le gouvernement vous a écouté parce que la Cadeco vient d'être récupérée parmi les banques qui devraient payer les fonctionnaires. Je vous laisse continuer. C'est un élément. Payer les fonctionnaires, c'est quelque chose. D'ailleurs, cette politique... Là, nous allons y arriver. Terminer votre raisonnement. Nous allons y arriver. C'est un élément. Oui. Alors, nous disons que la manière dont, théoriquement, on conçoit une caisse d'épargne,
ça doit être une caisse qui mobilise le PAN, effectivement. Et par conséquent, il faut intéresser, il faut appliquer des politiques qui permettraient non seulement d'avoir la CADECO, parce que c'est une institution publique, mais également avoir le privé congolais qui s'intéresse à cette activité et qui en crée. Et lorsqu'on a des caisses d'épargne qui sont redynamisées, qui fonctionnent, je crois que les problèmes de l'intégration des banques dans la population peuvent être résolus. Un grand aspect de la politique bancaire. Un grand aspect de la politique bancaire, la bancarisation. Là, vous avez défini et vous avez donné les éléments de la politique bancaire. Les éléments de la bancarisation. Alors, la bancarisation, comme je le dis, c'est une politique qui consiste à appeler la population vers le banc. Vous comprenez? La politique d'intégration de banques dans la population consiste à amener les banques vers la population. Mais la bancarisation, c'est le sens inverse. Alors, cette politique voudrait seulement que chacun de nous, au lieu qu'il ait la monnaie en main, qu'il ait par exemple le franc congolais ici chez nous en main, en abondance, que sa monnaie soit gardée en banque. Et cette politique veut qu'au lieu que la monnaie circule en abondance en dehors de banque, que la monnaie circule sur le circuit bancaire. Ça, c'est la politique de bancarisation. Et là, on appelle aux gens à ouvrir les comptes. En soi, la bancarisation, elle est quantifiée par le nombre des comptes par rapport à la population. Par contre, l'intégration des banques ou la densité bancaire, elle est saisie en fonction, n'est-ce pas, des nombres de banques dans la population. Autrement, combien d'habitants pour une banque, combien d'habitants pour un guichet de banque. Voilà. Très intéressant. Maintenant, le débat devient intéressant. Politique bancaire, bancarisation. Professeur, en RDC, les deux posent problème. Politique bancaire, vous avez dit, intégration des banques. En province, dans l'arrière-pays, dans l'arrière-territoire, combien de banques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes scientifique. Vous avez proposé cela. Et est-ce qu'il n'y a pas une confusion aujourd'hui avec ce que le gouvernement fait? J'ai dit confusion, bancarisation, confusion avec la politique d'intégration bancaire. C'est-à-dire, on demande, et on utilise même ce qu'on appelle le mobile banking. Et ça pose problème, professeur. Vous êtes scientifique. Que dites-vous au gouvernement? Parce que les gens qui sont au fond là vers la frontière, la province orientale, surtout les militaires, pour se faire payer, ils doivent faire 120 km, ils doivent parcourir 120 km, 200 km sous les zones d'opération pour venir se faire payer à la cité. Ça pose problème. Ça pose problème, professeur. Bon, d'abord, nous devons avoir l'habitude de féliciter nos gouvernants par moment. Scientifiquement, nous devons être objectifs. Oui. Il y a un élément très important avec la politique de bancarisation. Exact. Parce que moi, je travaillais sur la bancarisation. En cela, j'ai dit il faut remercier parce que moi, j'ai travaillé sur la bancarisation. Et vous avez même proposé en 2009. Oui, en 2009. J'ai proposé qu'on bancarise les pays. Pourquoi j'ai dit qu'il faut féliciter nos gouvernants? Parce qu'au moins aujourd'hui, quand nous produisons les textes scientifiques, le gouvernant les lise et ils mettent quelque chose en pratique. Et moi, je suis heureux parce que c'est quelque chose que j'avais proposé. Et aujourd'hui, c'est mise en pratique. Oui. Vous savez, en 2008, par exemple, notre taux de bancarisation était de 0,3%. Or, la moyenne africaine est de 5%. Vous voyez que nous sommes très loin. Et si nous devons prendre les pays qui sont réellement bancarisés, comme la Tunisie, c'est 60%. Les taux de bancarisation. L'Afrique du Sud, par exemple, c'est 50%. Il y a des pays ici, autour de nous, qui naviguent autour de 12%, 15%. Mais nous, on était à 0, quelques pourcents. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de 2%. C'est déjà quelque chose de très important. Mais alors, vous posez un problème de fond. Comment on n'arrive pas à résoudre réellement le problème? Que ce soit les enseignants qui doivent quitter très très loin. Retenons quand même quelque chose de très important. La bancarisation a pu quand même récupérer une grande masse monétaire qui était en circulation, hors banque, mais qui revient au sein du système bancaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais quelque chose que le gouvernement n'a pas pu prendre comme préalable, parce que nous avions proposé ça, c'est le premier aspect de la politique bancaire, l'intégration des banques. Parce qu'il fallait commencer d'abord par intégrer les banques dans la population. Et intégrer les banques dans la population, c'est un choix politique.
c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons par rapport au développement de notre pays. Nous voulons un pays qui se finance de manière hasardeuse ou un pays qui se finance de manière cohérente. Et je reviens à ce que je disais avant. Nous avons pris un système, nous avons copié un système français qui n'est pas bon pour nous. Et moi, toujours le mimétisme, c'est dans tous les domaines. Moi, j'ai proposé les systèmes, aller vers le système allemand, mais adapté ou acclimaté aux réalités socio-économiques de notre pays. Le système allemand veut qu'on ait des banques industrielles, c'est-à-dire des banques qui financent les grandes industries, et qu'on ait aussi les banques du peuple. Chez les Allemands, les peuples d'abord, vous voyez, vous avez des voitures du peuple, on a aussi des banques du peuple. Et ces banques du peuple, à la manière congolaise, doivent s'adapter aux réalités socio-culturelles. Et ici, chez nous, moi, j'ai proposé, à part la redynamisation des caisses d'épargne, il y a les coopératives d'épargne et de crédit. Les coopératives d'épargne et de crédit doivent intégrer aussi, n'est-ce pas, les marchés monétaires congolais. Ils doivent bénéficier du refinancement de la Banque centrale. Ils doivent bénéficier d'un appui financier de la Banque centrale. Parce que, vous savez pourquoi? Nous, les Congolais en particulier et les Noirs en général, lorsque vous vous retrouvez dans une activité, vous avez tendance à pouvoir protéger cette activité. Exact. Mais si vous ne vous retrouvez pas, vous avez tendance à pouvoir négliger ou abandonner. Avec le système coopératif, vous et moi, nous sommes membres. Et vous et moi, nous sommes en même temps copropriétaires. Donc vous et moi, nous avons cette volonté où nous aimerions protéger notre institution. Et en plus, les institutions coopératives ont l'avantage de toucher le petit peuple et au taux d'intérêt faible. Parce qu'à la banque, je dis, si vous prenez en monnaie nationale, les taux moyens, c'est 39%. Mais si vous prenez en monnaie étrangère, les taux moyens, c'est 13%. Donc, le système coopératif est très favorable chez nous parce qu'il s'acclimate avec notre réalité. C'est ça. Il y a un professeur qui a écrit, c'est le professeur Lombea, dans le domaine de l'économie rurale. Il disait déjà que, avant que le Belge n'arrive, le système coopératif existait chez nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un même village, nous nous octroyons les crédits, mais en termes réels. C'est aujourd'hui ou pendant cette semaine, nous deux, nous travaillons dans mon champ, nous faisons 10 mètres, demain nous quittons mon champ, nous allons aussi dans votre champ, nous faisons 10 mètres. C'est un système coopératif qui existe. Et cela permettait à ce que les gens puissent produire davantage. Et c'est pourquoi nous disons, le système français que nous avons copié, il est bon, mais il n'est pas adapté à notre réalité. Ici, par exemple, en ce qui concerne les sociétés financières, nous n'avons qu'une seule société financière, c'est la Sofidé. Oui. Or, la Sofidé n'apporte pas quelque chose à l'économie. Et la Sofidé, je crois, elle est en liquidation. Non, mais ici, le gouvernement a donné 20 millions à la Sofidé pour donner un coup de souffle. C'est insuffisant, parce que cette institution a été créée pour financer les développements, les investissements qui boosteraient les développements. Mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que nous avons une Sofidé qui ne comptait que sur l'apport extérieur. Parce que le financement de la Sofidé venait de l'extérieur. Mais maintenant que l'extérieur, à partir de 1990, a rompu la coopération monétaire et financière avec nous, la société est restée comme ça, avec plein de difficultés. Donc, c'est quelque chose qui est là. Nous avons une catégorie d'institutions, mais qui ne fait absolument rien. C'est comme ça que dans nos propositions, nous avons dit, écoutez, puisqu'il y a déjà une structure qui est là, on peut transformer cette Sofidé-là à un microfinancier. En ce moment-là, avec l'apport des autres institutions, telles que la SONAS, l'INSS et d'autres institutions financières, on crée un micro-marché financier qui peut aider, n'est-ce pas, à financer notre économie autrement. Monsieur le professeur, vous posez un problème réel, l'adaptation de banques à nos réalités, mais il se pose un problème, est-ce que la bancarisation aujourd'hui est-elle une politique pour réduire, est capable de réduire la pauvreté? Je m'explique. Vous avez parlé de politique d'intégration des banques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les banques de proximité. Je donne un exemple. Je ne la cite pas, mais je la cite quand même. Ecobank. Ecobank n'a pas une succursale vers Mbanzalemba, le marché de Mbanzalemba. Mais est-ce que... Quel problème? Est-ce que c'est justement le problème lorsqu'ils ouvrent sa banque? Ou c'est le gouvernement qui ne suit pas? Ou c'est seulement parce qu'il faut créer une banque où on dit que bon, la RDC, 60 millions d'habitants, c'est un pays
d'avenir, le nombre, etc. Moi, je ne sais pas comprendre. Banque de proximité, réduction de la pauvreté, malgré qu'il y a bancarisation, mais on n'est pas au bout de la pauvreté. Bon, en fait, est-ce que la bancarisation ou la politique de bancarisation actuelle, c'est une politique de la pauvreté? Oui. Oui, d'emblée, parce que, en principe, l'objectif du gouvernement, c'est d'abord amener la population vers la culture bancaire. Nous avons traversé un moment où la banque, c'était une variable inconnue dans notre population. Ouais. Alors, il fallait commencer par quelque part pour pouvoir amener la population vers la banque. Et aujourd'hui, peut-être parce que, bon, ce sont des dépôts que nous appelons le compte salaire. Automatiquement, ça passe et la population arrive à réduire. Mais attention, mais puisqu'en laissant 50 francs, 100 francs, on fait quelque chose de très important en termes de la, j'ai dit, en termes de la circulation fiduciaire par les circuits bancaires. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, de deux, on apprend aux gens, ou on ramène aux gens, à la culture des dépôts. C'est-à-dire, au lieu que je garde tout ce que j'ai dans ma maison, d'autant plus que l'État m'a aidé à avoir un compte, je peux aller mettre dans mon compte. Et puis de trois, pour le gouvernement, c'est une politique d'identification de ces fonctionnaires. Parce que comme vous le savez, on ne savait pas combien de fonctionnaires on avait. Mais avec la politique de bancarisation, nous sommes quand même à même de pouvoir déterminer le nombre ou l'effectif de la fonction publique. Mais là où ça cloche, ce que je dis, c'est le fait que la bancarisation ne devait pas précéder l'intégration de la densité bancaire. Vous insistez c'est par là. rapport à ça, oui. Il faut commencer par la densité bancaire. Parce que, regardez, moi, dans mon village particulièrement, ou dans mon territoire particulièrement, les gens devaient faire 194 km pour aller chercher, n'est-ce pas, leur salaire. Vous comprenez? C'est un problème. Or, si dans mon village, il y avait une institution petite qu'elle soit, le gouvernement pouvait l'utiliser. Ça pouvait permettre à cette institution d'avoir aussi le moyen. N'est-ce pas? Et puis ça pouvait permettre à nos enseignants, parce qu'au village, ce sont les fonctionnaires, les enseignants, les policiers, les militaires qui sont là, en majorité, ça pouvait leur permettre de continuer le travail. Imaginez-vous quelqu'un qui doit faire 194 km pour aller chercher son salaire, ça veut dire qu'il a 2 semaines de voyage par mois. C'est-à-dire qu'il travaille 15 jours par mois. Or, nous ne devons pas travailler 15 jours par mois. C'est pourquoi nous disons, la bancarisation, elle est très bonne. C'est un élément très positif, mais il faut se rattraper. Il faut se rattraper avec Vous avez dit, nous étions à 0,5%, aujourd'hui nous sommes à 2%, oui. Le Maghreb à 60%, et l'Afrique du Sud, dans votre tableau, j'ai vu le taux de bancarisation. C'est 50%. Que faire pour atteindre des bénéfices qui est 10% et cultiver à la population la culture bancaire? Tu sais, avec ce que, je m'excuse, vous savez, avec ce que nous faisons actuellement, surtout avec la monnaie électronique, ce que vous avez cité là, moi je ne sais pas citer faire la publicité des entreprises, mais on appelle ça mobile banking, ça pose aussi problème. En monnaie, on appelle ça la monnaie électronique. La monnaie électronique. Avec ça, il est possible d'accroître les taux de bancarisation. C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les taux de bancarisation, on peut l'accroître, mais ça ne peut servir que quelques personnes. On peut accroître les taux de bancarisation, on peut avoir par exemple, on dit 20 millions de la population quinoise ou congolaise contactent le banque. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si nous prenons 20 millions, on peut prendre déjà 10 millions de Quinois, on peut prendre 6 millions de Louchois, on peut prendre les habitants de Goma, et on prend les Bas-Congo, on a 20 millions. Alors, en ce moment-là, il n'y a que les 4 villes qui sont bancarisées, alors que Mbandaka n'est pas bancarisé. Vous comprenez? Alors que Aru n'est pas bancarisé. Pourtant, c'est très important. J'ai été une fois, j'ai cité Aru, j'ai été une fois à Aru et à Mahagi. Vous avez des devises importantes qui circulent. Vous avez vraiment des devises importantes. Et là, la population utilise plus le shilling ougandais que la monnaie congolaise. La monnaie congolaise elle-même n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau qui est réduit pour quelques villes. Alors, avec une politique bancaire, une politique de densité bancaire, il y a moyen de pouvoir mobiliser tout ça. Je voulais rentrer un peu quelque part par rapport à la banque et à la politique monétaire. Vous savez, la politique monétaire ou la gestion de la monnaie répond à une trilogie. Ça veut dire, il y a d'une part la stabilité de la monnaie,
il y a l'équilibre, la liquidité au sein de l'économie, il y a aussi la gestion de la convertibilité de la monnaie. Là, j'explique un peu. La stabilité de la monnaie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le franc congolais, vous avez 920 francs congolais en moyenne, vous avez $1 américain. En tout cas, ça fait 3-4 ans. Ouais. Et c'est partout comme ça. Moi, je suis dans les villages, c'est presque partout comme ça. Ouais. Là, au moins, on a pu obtenir la stabilité de la monnaie. Mais il y a deux choses qu'on n'a pas encore obtenues par rapport à la politique monétaire. C'est la liquidité au sein de l'économie. La monnaie, c'est un moyen de paiement. Ça doit être dans tous les pays, sur toute l'étendue de la République. On ne peut pas voir dans un coin où vous avez les shillings, dans un autre coin où vous avez des dollars, où vous avez le kwanza et consorts, alors que vous vous dites que vous avez stabilisé la monnaie. Ce n'est pas encore là. Là, ça mène à ce qu'on avait appelé à l'époque à la planche à billets. Non, non. Pour avoir la liquidité. Non, c'est pas ça. La planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous financez les budgets de l'État en créant la monnaie. La Banque centrale crée la monnaie pour financer les budgets de l'État. Non. Ce que nous disons, la Banque centrale, évidemment, cela doit être précédé par la politique d'intégration des banques dans la population. La Banque centrale doit financer les banques. Et les banques doivent financer l'économie. Alors la grande partie de la monnaie en ce moment-là n'est pas utilisée ou n'est pas créée pour financer les budgets de l'État, mais la monnaie est créée pour financer les activités économiques. Ce sont les agents qui produisent qui ont la monnaie. À l'intérieur, par exemple, vous avez des gens qui ont produit des maïs, qui produisent les riz, mais ils ne savent pas les amener dans le centre des consommations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Or, s'il y a un financement, les agriculteurs, par exemple, réunis dans une coopérative, peuvent avoir un financement, non seulement de la production, mais également un financement de la commercialisation. Et en ce moment-là, ils peuvent d'eux-mêmes, par exemple, dégager les produits de milliers de productions vers le millier de consommations. Alors la troisième des choses, à part la liquidité, il faut l'État, la Banque centrale, dans sa politique monétaire, doit veiller à la liquidité. Il faut que la liquidité soit partout. La troisième question, c'est la convertibilité de la monnaie. La Banque centrale doit être à même de pouvoir absorber les monnaies étrangères. Vous êtes à Aru, par exemple, un commerçant qui vient de l'Ouganda avec le shilling, ce qui est normal. Mais dès qu'il arrive au pays, il ne doit pas utiliser le shilling. Il doit obtenir de la monnaie nationale, le franc congolais, auprès d'une banque. Mais comme il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue à utiliser les shillings, on continue à utiliser les kwanza, on continue à utiliser et ainsi de suite. Monsieur le professeur, vous analysez une analyse critique de la politique bancaire. Cette question, cet élément nous permet, et on a analysé les faiblesses de la politique d'intégration des banques. Est-ce que c'est là une raison pour que les banques congolaises ou les banques qui sont installées au Congo ne figurent pas sur la liste des banques publiées récemment? En 2008, j'ai vu votre tableau, mais récemment, j'ai lu, mes recherches ont donné que sur les 20 banques africaines, aucune banque congolaise. Et même les banques qui sont installées, vous l'avez dit, ce sont des banques étrangères. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que vous décriez ou s'il y a une autre chose? En fait, d'abord, pour être classé parmi les grandes banques sur un espace quelconque, ça peut être un espace international ou un espace continental, il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est la valeur bilantaire. Quelle est la valeur? Quel est le patrimoine qu'a cette banque-là? Bon, si vous n'en avez pas, bon, en fait, vous n'êtes pas classé. La deuxième chose, c'est vos réalisations, c'est-à-dire on saisit ça au travers de ce qu'on appelle en termes techniques les PNB. Produits, pas produit national brut, mais par contre c'est produit net bancaire. À partir de ces deux éléments-là, on peut être classé comme grande banque. Mais ça, ce n'est pas ce qui compte. La Tunisie, par exemple, je cite la Tunisie parce que c'est parmi les systèmes financiers développés en Afrique. La Tunisie, par exemple, n'a pas de grandes banques qui sont comptées comme l'Égypte. Mais par contre, la Tunisie a un système bancaire avec des banques qui sont beaucoup plus orientées vers le financement de l'économie nationale. Où vous avez les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises bénéficient du crédit. En Tunisie, par exemple, vous avez 52 banques. Parmi ces 52 banques-là, vous n'avez pas de grandes banques. Mais par contre, quand vous voyez
en termes de nombre d'agences, la Tunisie a au-delà de 900 agences. Une petite Tunisie. Mais regardez la grande RDC. Là, c'est la bonne politique d'intégration des banques dans la population. Lorsque vous prenez en 2005, par exemple, en Tunisie, vous avez à peu près 170 000 habitants pour une banque. Mais nous, en 2005, on avait 5 millions d'habitants pour une banque. Comprenez ça? Ça veut dire quoi? Si tout le monde doit aller au guichet des banques, pour une banque congolaise, il faut 5 500 quelque chose. C'est énorme. Personne ne sera servi. Non, mais comment? Voyez-vous? Juste quand on nous paye ici, nous allons, vous voyez comment ça s'embrouille. Or, si on avait beaucoup de structures financières dans le pays, je crois que ces problèmes-là ne se poseraient pas. Ces problèmes-là ne se poseraient pas. Et cela m'amène à poser une question. Alors, c'est la recapitalisation des banques. Pour qu'on soit classé, vous avez dit, c'est peut-être la valeur bilantaire. Mais ici, au Congo, nous avons vu le foisonnement des banques, l'engouement des banques qui sont venues. Mais on nous dit, selon mes recherches, selon les informations, pour créer une banque au Congo, il faut 10 millions de dollars. Mais certains scientifiques proposent, pour avoir créé une banque qui soit crédible et valable, qui soit comptée parmi les bonnes banques, il faut 40 millions d'habitants, 40 millions de dollars. Est-ce là pour que certaines banques disparaissent ou comment est arrivé? Comment répondez-vous à... Très bien. Votre information là, normalement c'est la loi qui fixe que chez nous, pour créer une banque, il faut un capital minimum de 10 millions de dollars, et c'est la Banque centrale qui apprécie si on peut aller au-delà et qu'on sort. Et il y a des scientifiques qui parlent de 40 millions. C'est bien beau, c'est pour quel agent économique? Quels sont ces Congolais qui peuvent se réunir pour trouver 40 millions? Et là, vous permettez seulement que les banques étrangères ou des banques à capitaux étrangers viennent dominer l'espace bancaire congolais. Or, nous, moi, ma conception, c'est une banque pour les Congolais. Mais monsieur le professeur, sans vous couper, oui. Vous avez bien dit 40 millions pour que les banques étrangères. Mais à 10 millions, pensez-vous vraiment qu'il y a des Congolais qui manquent 10 millions pour créer une banque? Bon, en fait, est-ce que je pense qu'il y a des Congolais qui manquent 10 millions? Ils peuvent y en avoir, mais quelle est la politique qui stimule l'initiative congolaise? Il faut à besoins locaux, c'est-à-dire des banques qui répondent aux besoins d'un producteur de 4 sacs de maïs, d'un producteur de 2 sacs de riz. Ce n'est pas ces banques ici qui peuvent octroyer. Citez-moi une banque qui peut octroyer à un Congolais qui produit, par exemple, un forgeron qui produit des houes dans son village pour qu'il améliore son travail. Pas du tout. Là, nous allons lentement, sûrement, vous savez, amis téléspectateurs, le sujet est très intéressant. Dans votre travail de thèse de doctorat, vous proposez la création d'une bourse congolaise de valeurs immobilières. Très bien. Pendant que nous avons des problèmes de bancarisation, pendant que nous avons des problèmes de politique bancaire et politique monétaire, vous venez ajouter ce que vous appelez bourse congolaise de valeurs immobilières. Est-ce que parce qu'il y a boom mobilière ou immobilier, d'où vous est venue l'idée de faire cette proposition, monsieur le professeur? En fait, moi, je me suis inspiré du cadre d'analyse de Girley et Shaw. Ce sont des grands économistes financiers américains qui ont pu séparer la finance directe à la finance indirecte. En fait, l'avantage d'un micro-marché financier, c'est que c'est quoi? Ça permettra, aux entreprises d'avoir une nouvelle opportunité. 2, ça permettra aux agents économiques, ceux qui ont des moyens ou la capacité de financement, comment je peux dire, ceux qui peuvent, après consommation, réaliser une petite épargne, ça permet à ces gens-là de pouvoir investir autrement. Quelqu'un peut avoir travaillé, bon, il a 10 000, 5 000 dollars, on le voit aujourd'hui, les gens investissent peut-être dans les maisons et consorts. Quelqu'un peut dire, au lieu d'acheter une maison avec mes 5 000 dollars, je peux acheter un titre sur le marché. Et où est ce marché? Où est ce marché? Il faut en avoir au pays. Ça, c'est par rapport aux épargnants. Aux entreprises, vous savez, nos entreprises ici se financent en grande partie, nos entreprises locales, pas les entreprises multinationales. Les entreprises locales se financent par le fonds propre, par le moyen de leurs créateurs ou leurs actionnaires. Donc, ce n'est toujours pas ça. Dans une économie moderne, il faut que les entreprises aient aussi d'autres opportunités. Comme je le dis, si vous avez 5 000, vous investissez, vous achetez un titre,
l'entreprise qui a émis ces titres-là a des moyens pour pouvoir investir et ça booste l'économie. Je l'ai dit encore par rapport à l'État. L'État a deux niveaux. Au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez parlé de la planche à billets. Ça fait, depuis que le président de la République est là, en 2001, la politique de la planche à billets... On n'en connaît plus, c'est vrai, ça c'est pour faire alors, il faut donner au gouvernement le moyen de financer ces activités. Et là, il ne reste que donner au gouvernement national le marché financier pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des obligations publiques et aussi des gouvernements provinciaux. Oui. Parce que les gouvernements provinciaux, ils ont aussi des budgets. Ils peuvent aussi, n'est-ce pas, lever les capitaux sur le marché en émettant le titre public au lieu d'attendre chaque fois, comme on le dit, que le gouvernement central nous aide, et ainsi de suite. En une phrase, monsieur le professeur, quelle politique monétaire, quel système bancaire? Voilà. En une phrase, la politique monétaire qu'il faut, c'est celle qui fonctionne à cette triple dimension que nous avons dit, qui tient compte de la gestion de la stabilité que nous avons, qu'il faut préserver, la gestion de la liquidité et puis la gestion de la convertibilité. Là, c'est la politique monétaire. Quant à la politique bancaire, c'est une politique qui doit être précédée par la politique de densité bancaire, c'est-à-dire d'intégration de banques au sein de la population. Merci beaucoup, professeur, amis téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous le professeur Emmanuel Mukundi Nyembo-Kaumba, qui est docteur en sciences économiques et économie monétaire et internationale. C'est vraiment le sujet de ses recherches qui lui a permis de défendre, de soutenir une thèse de doctorat que nous avons pu vous permettre d'en savoir un peu plus. En tout cas, dossier de la rédaction. Désormais, les scientifiques, les chercheurs, le professeur d'université, ceux qui écrivent les livres, qui veulent que leurs pensées soient connues du public. En tout cas, la RTNC vous offre cette tribune. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'être venu et d'avoir consacré de votre temps. Est-ce que vous pouvez me donner juste un mot? Merci, je vous en prie. En tout cas, moi, le mot, c'est dire merci au chef de l'État. Parce que si j'ai défendu ma thèse en République démocratique du Congo, c'est sa politique. C'est à partir de 2003 qu'on a créé le 3e cycle dans nos pays et dans nos universités, qui a permis que je fasse mon 3e cycle au pays et que je fasse ma thèse au pays. Là, vraiment, j'ai dit merci au chef de l'État pour sa politique dans le secteur d'enseignement. Et c'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Au revoir.